Après avoir rappelé que Xi Jinping citait Leibniz et avoir présenté le contexte historique dans lequel Leibniz déploie une certaine réflexion, une certaine pensée, une certaine pratique aussi diplomatique de l'universalisme, puisque je vous rappelle que Leibniz n'avait pas été seulement un philosophe en son temps, mais aussi un diplomate, eh bien, je voudrais continuer cet examen de la pensée et de la pratique politique de Leibniz dans ce contexte européen de concurrence religieuse et dans le contexte international de la querelle des rites où il a pris part, et m'interroger sur les raisons qui ont fait que Leibniz a fait le choix d'une position iréniste, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire pacifiste, conciliante, favorable aux accommodements avec les peuples rencontrés, et en l'occurrence avec la Chine, si différente, la position de Leibniz, différente des positions autoritaires et conservatrices d'un Bossuet, par exemple, ou d'un cardinal de Tournon. L'irénisme de Leibniz n'est cependant pas une culture libérale de la tolérance, si tolérer veut simplement dire endurer, ou supporter, consentir, ou accepter une différence irréductible. On ne peut en parler avec Leibniz comme on le ferait dans le sens d'un libertin d'inspiration sceptique tel que le marquis d'Argence, contestant l'existence d'une norme transcendante susceptible de légitimer toute répression. Leibniz n'est pas un libertin au sens où on l'entend au XVIIe siècle, ni dans le sens d'un libéralisme à la John Locke, et encore moins dans le sens d'un déisme rageusement anticlérical à la Voltaire. Car, au-delà des différences, innombrables et déroutantes, mais toujours superficielles, Leibniz s'efforce de saisir ce qui est commun à tous les hommes, considérant, j'insiste, sur le fait que les différences sont toujours superficielles, même si elles sont déroutantes, en effet, parfois. Aussi, Leibniz transforme-t-il le débat de la querelle des rites, obsédé par la conversion de populations jugées ignorantes, idolâtres ou athées, par le Vatican notamment, ou par les plus dogmatiques des protestants d'un côté ou des catholiques de l'autre, en creusant plutôt l'aspiration universelle des peuples de la terre. Et cet irénisme leibnizien envers des peuples lointains, Leibniz le pratique aussi et d'abord au quotidien et à proximité, je dirais, à l'égard des jésuites et des missions en général. Jésuites à l'égard desquels il avait la plus haute considération, nonobstant le fait qu'il est lui-même, je vous le rappelle, protestant. Appelant en vain les protestants de son propre pays à s'investir dans la question chinoise, Leibniz prend clairement le parti des jésuites et de leur stratégie dans la querelle des rites, ce que confirme Etiamble effectivement dans l'Europe chinoise, page 371, la querelle des rites qui, disais-je, secoue les élites philosophiques et cléricales dans les années 1700. S'investissant ici du côté de Louis XIV, où là, dans la querelle des rites en faveur des jésuites en Chine, Leibniz cherche toujours à dépasser les partis pris imputables à l'étiquette religieuse ou à l'appartenance nationale au nom d'une raison universelle. Alors, je ne suivrai pas Etiamble qui considère que Leibniz a à l'égard du plus lointain, c'est-à-dire de la Chine et des Chinois, comme du plus proche, c'est-à-dire de Louis XIV et des jésuites, une attitude un peu trop accommodante, selon l'adjectif employé par Etiamble. Il a, selon moi, surtout une attitude cohérente avec sa métaphysique, une doctrine théologique de la substance, pensée comme un point de vue. Donc ici, il faut, je crois, s'en expliquer un petit peu. Leibniz pense chaque monade comme une substance qui exprime un point de vue sur la totalité du réel, un point de vue particulier qui voit la totalité du réel, mais toujours d'un point de vue particulier.
la monadologie formule cet axiome fondateur du multiperspectivisme. Elle donne une formulation, je dirais, occidentale de cet axiome fondateur du multiperspectivisme. Je cite la monadologie à l'article 59. Comme une ville, écrit Leibniz, comme une ville regardée de différents côtés paraît tout autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multiplication infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul selon les différents points de vue de chaque monade. Fin de citation, donc la monadologie, paragraphe 57 et non 59. Chaque monade a bien accès à l'absolu, à l'infini, et n'est donc pas enfermée dans sa particularité. La prétention d'un accès à l'absolu permet de dépasser le relativisme, mais en affirmant les limitations indépassables de la monade, en reconnaissant le caractère particulier de cet accès à l'absolu, en refusant d'absolutiser cet accès à l'absolu, Leibniz évite le piège du dogmatisme, le piège de la domination hégémonique d'un point de vue sur les autres. De cette théologie découle une orthopraxie qu'on peut définir comme une combinatoire des points de vue dont Dieu sera l'intégrale et que Leibniz qualifie d'harmonie universelle. Et c'est cette référence à l'harmonie universelle qu'on trouve là, effectivement, à l'article 59 de la monadologie. Je cite page 175 de la monadologie, article 59, donc « Cette harmonie universelle, écrit Leibniz, fait que toute substance exprime exactement toutes les autres par les rapports qu'elle y a. » Fin de citation. On peut lire l'œuvre de Leibniz en dehors de ce contexte théologique et politique et en tirer comme Jacques Jalabert la conclusion que le Dieu de Leibniz est, je le cite, le Dieu des chrétiens, qu'il est bien le Dieu des chrétiens, fin de citation, mais il reste que Leibniz appartient concrètement à un ordre qui se réclame du savoir ésotérique des prêtres égyptiens, quand bien même cela ferait rire ou sourire nos intellectuels modernes, un ordre dont il était même, rappelons-le, secrétaire. Au risque d'une imprudence, Étiamble enraille en effet la puérilité, selon le mot qu'il emploie pour critiquer Leibniz, ses appartenances diverses au christianisme en général, au protestantisme et à l'ordre des Rose-Croix en particulier, au milieu feutré de la diplomatie européenne aussi, ont pourtant familiarisé Leibniz avec cet exercice rationnel de la variation pratique des points de vue, dont la compréhension vaut pour définition d'un monde moral, selon l'expression même de Leibniz, d'une harmonie parfaite, je cite encore la monadologie, d'une cité de Dieu, pour employer l'expression qu'il emploie dans la monadologie à l'article 85, et d'un gouvernement parfait, pour citer l'article 90. Bref, l'absolu se reflète dans les monades qui sont chacune, je cite Leibniz, comme un miroir vivant et perpétuel de l'univers, dit-il à l'article 56 de la monadologie. L'harmonie leibnizienne permet donc de comprendre enfin pourquoi, par-delà les malentendus produits par des effets de perspective, c'est, je cite Leibniz, c'est partout comme ici, selon la formule reprise à la pièce de théâtre Harlequin, Empereur de la Lune, une pièce qui était parue en 1683 et que Leibniz connaissait très certainement donc. C'est cette formule que Leibniz intègre aux Nouveaux essais sur l'entendement humain, paru en 1704, donc à peu près une vingtaine d'années après la pièce d'Harlequin, exprimant l'idée que chaque monade voit
en toile de fond de son point de vue, toujours le même réel que les autres. Elle contient déjà l'idée que l'accord précède ontologiquement et conclura pratiquement tous les désaccords. On peut donc lire cette théorie optimiste de l'harmonie comme une préfiguration théorique ou une approximation de la doctrine socialiste chinoise d'une communauté de destin de l'humanité, et il me semble que le multiperspectivisme qui soutient la doctrine socialiste chinoise des relations internationales peut effectivement trouver dans ce perspectivisme ou ce multiperspectivisme leibnizien, sinon un fondement, du moins un écho cohérent. Il me semble que les deux théories résonnent semblablement comme les variations d'un hymne à la confiance, d'un hymne métaphysiquement fondé à la confiance que le dialogue doit nourrir et mettre en pratique. Alors, d'autres doctrines peuvent jouer un même rôle théorico-pratique. Je vous propose d'en parler un petit peu dans une prochaine discussion. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous propose de nous retrouver pour continuer à parler de métaphysique et de multiperspectivisme dans une prochaine émission. Belle journée à tous en attendant.